sur le comptoir de la psychologie. Nous voilà pour la seconde partie de cet épisode avec Guillaume. Pour rappel, lors de la première partie, l'épisode déjà en ligne, on a commencé à parler de la quête du thérapeute, de ce qu'on va chercher en amont, de ce qui pourrait être important de connaître, du savoir qui parle à chaque fois en réalité de soi. Donc j'espère que ce premier bout vous a parlé et j'attends vivement votre retour sur ce second épisode. Bonne écoute. Est-ce que toi, tu as dit j'ai choisi mon analyste par recommandation, est-ce que son genre a été une clé de décision pour toi? Non, mais parce que j'étais pas dans une période de vie où je pouvais être dans ces réflexions-là à ce moment-là. Après, aujourd'hui, je peux le penser. De si on m'avait donné un autre numéro avec un genre différent, ou ce que ça représentait, justement, son genre, à mon analyste. Mais pas sur le moment du choix. Pas sur le moment. Et ce genre-là, est-ce qu'il s'est invité, est-ce que ce savoir-là s'est invité dans ta cure? Bien sûr. Le fait que ça soit... Oui, c'est sûr, mais C'est évident. Parce que tu vois, moi, je trouve que là, pour le moment, on aborde le savoir d'une façon assez douce, comment dire, non urgent. On a dit un peu, c'est pas forcément nécessaire d'en savoir trop. On peut en savoir, c'est ok, mais on pourrait se planter dans ce savoir-là. Là, dans mon podcast, sur ma dernière séance de psychanalyse, je vais avoir le témoignage de la psychanalyste Laurie Lofer, qui a écrit le livre Vers une psychanalyse émancipée, et qui parle des sujets queer, lesbien, bi, gay, trans, et qui tire un peu la sonnette d'alarme sur tous les propos extrêmement menaçants et homophobes et anti-gay, anti-trans qui existent dans l'espace français aujourd'hui en 2022. Et je crois que j'ai aussi envie de faire un peu une note, moi, en tant qu'homosexuel, mais non, mais en fait, il y a aussi une question de sécurité dans les informations que je peux, tu vois, que je peux aller chercher pour justement choisir mon espace de thérapie. Il y a des endroits dangereux. Si je tombe sur un analyste homophobe alors que mon sujet c'est d'assumer mon homosexualité, ça va forcément merder, non? Ou c'est dangereux pour moi? Oui, après, toi tu as l'impression que si tu as lu ou entendu que cet analyste n'était pas homophobe, que ça te protège. Mais en tu fait... vois, je pense que... Enfin, c'est terrible à dire, mais je pense que des analystes peuvent avoir des tonnes d'écrits pour dénoncer l'homophobie. Est-ce que ça fait d'eux des êtres non homophobes? Non, puisque moi, en tant qu'homosexuel, je vois des morceaux d'homophobie internalisés encore en moi. Ils en ont certainement aussi. Non, t'as raison. Je pense que ça vient contenir et en tout cas permettre, encore une fois, une rencontre qui peut peut-être nous donner cette impression d'être plus sécurisé par rapport à passer une porte et ne jamais en avoir entendu parler de cette analyse. Mais par exemple, pour moi, je donne plus de poids et d'importance à quelqu'un qui me donne un numéro, quelqu'un en qui je vais avoir confiance dans ses capacités justement de trouver que cet analyste a un travail intéressant, peu importe, que des écrits sur Internet. Mais après, je pense que l'idée, et c'est aussi intéressant, c'est de se dire, si tu es face à un analyste homophobe, est-ce que tu sauras partir? Ou est-ce que tu sauras continuer à être en danger, à être en insécurité? Tu vois, cette idée de mince, je suis partie pour 10 ans d'analyse alors qu'il est homophobe et qu'il me fait vivre l'enfer, mais peut-être que j'y retourne quand même 2 fois par semaine. Et pourquoi, Et pourquoi je me refais ce... T'as tout à fait raison, je trouve ça très intéressant. Ça responsabilise le ou la patiente. Et ce qui est gênant, c'est que dans de nombreux pays, un peu moins en France, mais il y a encore aujourd'hui des thérapies de conversion, c'est-à-dire des professionnels qui se positionnent en disant « Votre enfant est lesbienne, bi, gay ou trans, je vous le soigne pour le remettre dans le droit chemin ».
à coup de psychothérapie, mais aussi un petit peu de Jésus et d'autres religions. Et oui, moi je me sens assez fort pour partir. Mais combien de personnes vont se dire ah ouais c'est vrai, qui assument pas bien, se disent bah oui c'est vrai c'est des penchants, c'est pervers et donc tu vois. Mm. Et du coup peut-être que la question que je pose c'est la question de la régulation, mais je sais pas comment, tu vois, l'absence de régulation dans la psychanalyse notamment qui pose question peut-être. Ou en tout cas j'aime bien ta conclusion de dire s'il m'a été recommandé, il y a quand même quelque chose Mm. de fort. Et de sécurisant aussi, quoi. Oui, après, encore une fois, pour certains déjà, ce sera absolument terrible de leur recommander parce que, imaginons qu'on a appris que quelqu'un va voir cet analyste ou je ne serai pas le patient unique de cet analyste, ça serait très décevant aussi. Ça le Tu serait vois. pour moi. En vrai, jamais Donc, j'irai. voilà, Jamais tu j'irai. vois. C'est pour ça que, en fait, à partir de là, on parle encore une fois de soi, Bien en sûr. fait. Et puis moi, suivant la recommandation, si c'est une personne que vraiment j'ai du mal en tout cas à créer un accrochage dans sa façon elle de percevoir je sais pas le soin, etc., bah je vais déjà commencer à juger cet analyste que je ne connais pas de toute façon. Et si c'est quelqu'un voilà qui me parle dans sa façon d'être et de se penser, etc., je vais peut-être courir chez cet analyste qui au final serait peut-être extrêmement décevant, tu vois. Ouais. Mais je crois que la question, je répondrai à notre question de cet épisode en disant peut-être que pour moi l'enjeu c'est plutôt de ressentir qu'est-ce que je ressens Mm. de mon analyse pour que ça marche. En fait, en tout cas, pour que ça marche, c'est ce que je ressens pendant la séance et entre les séances qui va être la clé, moins que le savoir, selon moi. Et donc j'entends par là comment je me sens lorsque je tente de dire tout ce qui me passe par la tête, que je joue le jeu de la psychanalyse, je dis ce qui vient, comment je me sens dans le comportement, le cabinet, le regard ou l'absence de regard, les interjections, les propos de l'analyse, comment je me sens. Et c'est comme ça peut-être que moi, si je devais conseiller à ma meilleure amie, je dirais essaye-en plusieurs à partir de d'un savoir ou à partir de ce que tu veux. Bon, fais ta popote, de toute façon même et limite va au hasard. Tu m'en chopes 3 et peut-être 3 c'est trop, mais essaye et connecte-toi à toi. Comment tu te sens? Et moi je sais que mon analyste avait vraiment cet air bonhomme. Ce matin, en me préparant avant que tu arrives, je pensais à la question. Je le sentais comme un, en comme un solide, tronc, euh, comme une base rassurante, accueillante, et vraiment l'air bonhomme, c'est-à-dire quelqu'un d'assez à la fois effacé, doux et effacé, gentillet, mais au final extrêmement puissant et très présent au moment. Il était vraiment dans le moment présent. C'était dans sa façon de se mouvoir, dans sa façon. Et ça, j'avais besoin de ce cadre-là pour sauter. Lui, il était ma corde, pas pour me pendre, mais pour sauter. Je déteste le vide. J'ai absolument pas envie de faire du saut à l'élastique, mais il était l'élastique pour dire en fait, faut y aller quoi. Dans les profondeurs de mon inconscient, j'en avais pas envie, et je sentais que cet élastique, j'étais en sécurité. Et ça, je le vivais au travers de son corps, de ce que je voyais de son corps, et aussi pendant les séances. Il a très peu parlé pendant les 10 ans, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très décrié. Mais voilà, sert à quoi de se raconter 1000 fois, quelqu'un qui te répond pas et de payer pour ça. Mais il avait quand même des façons de répéter des lapsus que je pouvais faire, ou de venir avec des petites onomatopées, des moments où vraiment je sentais que son venait valider une peine. Et souvent c'était comme une aiguille qui doucement s'approchait et venait piquer des ballons
rempli de détresse ou de larmes. Et quand il me fait son là, ça coulait d'un coup. Genre, je lâchais. J'arrivais à aller à l'étage du dessous ou à faire péter le ballon de cette tristesse que j'arrivais pas à valider ou que j'arrivais pas à naviguer, que j'arrivais pas à exprimer, à extérioriser. Et je sentais beaucoup de douceur jusqu'à cette dernière séance. Où là, pour la première fois et la seule fois en 10 ans, à la porte, il me dit « Je ne suis pas d'accord ». C'est la seule fois dont je me souviens, parce que j'ai bien conscience que tout ça, c'est mon récit et que je pense que s'il y avait des caméras, je serais très surpris de plein de choses qui s'est passé que j'ai oubliées et à quel point je suis subjectif dans mon récit. Mais ouais, à cette dernière séance, quand il a dit « Je ne suis pas d'accord », revenez à la prochaine séance. Je me suis dit, mais d'où tu sors du bois en fait? D'où le sujet, c'est ton accord. Voilà. Peut-être que du coup, ça veut dire que j'ai réussi mon analyse puisque je ne me suis pas laissé valider ou invalider, mais ça gratte quand même. Puis t'es curieux visiblement d'une nouvelle rencontre. Ouais, en fait, l'analyse, c'est pas... Avec moi, l'analyse, je sens que le podcast et je fais aussi de la céramique et tout ça, c'est la suite. Et j'ai l'impression que ça continue. Tu vois, on posait la question comment ça marche. Moi, en ce moment, j'observe plus le comment ça continue, alors que je vais plus sur le divan. Mais j'avais envie d'avoir ton retour. Toi, t'en penses quoi de ma conclusion, de me dire, il y a le savoir, mais il y a aussi le ressenti qui est essentiel par rapport à son analyse pour que ça marche? Oui, après... Non. Je pense que le ressenti peut aussi évoluer. Et l'idée, par exemple, d'avoir aussi des ressentis qui peuvent être parfois désagréables, parfois un peu plus de colère ou de se sentir plus abandonné par l'analyste, ne veut pas forcément témoigner du fait que ça ne marche pas. Alors, je pense que c'est à mettre, bien sûr, dans un contexte, etc. Il est évident que si un analyste ou un psychologue, peu importe, nous tient des propos homophobes à chaque fois, ou que voilà, il y a vraiment un malaise qui perdure, etc. Bien sûr que ça peut vouloir dire que c'est pas notre place et que c'est pas possible d'avancer dans ces conditions-là. Néanmoins, je pense qu'il y a certains ressentis qui sont intéressants de ressentir, justement. Et d'être parfois un peu gêné ou, comme tu dis, des fois avoir peur de dire quelque chose à ton analyste, avoir peur de lui parler de sexe, par exemple, et que ça veut pas forcément dire, justement, ah bah, si tu te sens pas suffisamment libre de dire tout à ton analyste, c'est que c'est pas le bon. Par exemple, il faudrait aller voir ailleurs, tu vois. Toute la dimension, en plus de ce que ça voudrait dire aller voir ailleurs, mais... je pense que c'est bien parce que ce cadre-là le propose qu'on peut aussi ressentir tout ce qui nous vient et que même la colère, même, je sais pas, le dégoût, même se sentir abandonné, même se sentir objet, etc., ça peut exister dans ce cadre-là et être justement mis au travail dans cette relation. Ah, grave. Moi, j'ai eu plusieurs témoignages de gens récemment qui m'ont dit, bon, moi j'ai arrêté, je suis parti. Et à chaque fois, je leur disais, est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as fait une dernière séance où tu as dit, donc la personne me parle, et je lui dis, j'entends ta colère, tu lui as dit à ton analyste, à ton thérapeute? C'était pas forcément des gens en psychanalyse d'ailleurs. Et à chaque fois, c'était non. Et j'ai l'intuition, et je leur partageais mon intuition de dire, mais en vrai, vas-y, on est en plein dans ta thérapie, là, va lui dire cette juste colère, comment elle t'agace, comment ce qu'elle a dit là, c'est inadmissible, ou c'est malvenu. Vas-y. Oui, puis ça vient dire quelque chose de ce passage à l'acte, par exemple, de, je sais pas, ça fait 6 ans que la personne est en analyse, et puis un jour quelque chose est dit qui ne lui plaît pas, et puis elle ne reviendra jamais. Tu vois, comme si ça pouvait pas être pensé, même la séparation aussi. Tu vois que ça pourrait pas exister, de comment on se sépare d'un analyste, d'un psychologue, comment on lui dit. Enfin, encore une fois, c'est ce qui se joue en soi. Il va y avoir des personnes qui seront très au clair et dans la possibilité de dire que ce qu'on leur dit là n'est pas OK pour eux,
ou que ça fait quand même plusieurs séances qu'ils se sentent mal à l'aise par rapport à ça, ou en peine, ou qu'ils se sentent abandonnés. D'autres n'arriveront pas à en dire quelque chose, mais à ce moment-là, c'est justement le matériel clinique. Parfois, le psy peut en dire quelque chose aussi. Des patients qui loupent des séances ou qui arrivent toujours en retard, là depuis 2-3 mois, se trompent dans les créneaux, ou même piquent plus. Ou justement ont très peur quand le psy part en vacances, est-ce qu'il va quand même penser à eux, etc. Enfin, c'est aussi le travail du psy, de l'avoir en tête et de pouvoir peut-être en penser quelque chose et peut-être à un moment le proposer au patient ou pas. Ça dépend ce qui est possible à ce moment-là d'entendre et d'être mis au travail. C'est vachement intéressant ce que tu dis dans ce qui est possible d'entendre et de mettre au travail. Je remarque que tout au long de notre échange, ça m'a vachement inspiré et fait travailler cette question de qu'est-ce que je dois savoir de mon analyste autour de l'orientation sexuelle, qui est mon sujet, qui est un de mes sujets, ou l'identité, tu vois. Comment est-ce qu'il faut que, pour moi Guillaume, donc je parle vraiment comme mon nom, il faut que la personne soit du bon côté de je ne sais quelle barrière pour que je sois en sécurité et alors travail peut se faire. Et c'est marrant parce que sur mon analyste, c'est moins ce sujet parce que je ne connais pas du tout, et tant mieux, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait qu'il n'a pas de réseaux sociaux, le fait qu'il est introuvable sur l'interweb, qu'il n'a jamais communiqué ou très peu, à part son expertise que je disais tout à l'heure, c'est l'adolescence. Et donc il y a 1 ou 2 écrits quand tu googles où tu peux retrouver peut-être, mais tant mieux que je ne sache rien de ses opinions, et parce que du coup j'ai pu les inventer homophobes parfois ou gay-friendly une autre fois, et qu'en fait tout mon enjeu c'était de naviguer ça, et dans ce que j'étais capable d'entendre, ce qui a beaucoup plus joué, c'est moins ce que je sais de lui que comment il a amené les sujets en séance. Or moi je me rends compte que j'étais incapable de recevoir une parole. C'est pour ça que la psychanalyse me correspond bien, c'est que une fois que j'ai mis sur un piédestal un analyste que je vais voir 2 fois par semaine, pendant plein de temps, le pouvoir est tel que ces mots, c'est des balles réelles qui me tirent dessus. Moi, je me rappelle d'ailleurs de 1 ou 2 fois où il a dit quelque chose et je lui ai répondu, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, j'ai un blanc, genre mon cerveau se protégeait de ces mots. Et vraiment, parfois, il disait des choses, et j'étais là, je ne sais pas ce que vous avez dit. C'était ouf, c'était... Et du coup, plusieurs fois, longtemps, il faisait des bruits d'ongles. Il faisait des... Je sais pas si au micro, je peux le faire, tu vois. Il faisait comme ça, c'est tout comme ça. Donc au début, je me dis, ok, pendant que je parlais d'un truc, mais je voyais pas le lien. Ok, il a un truc coincé sous l'ongle où il se gratte. Bon, ça saoule un peu parce que je suis en train d'essayer de dire un truc. Mais tout ça, c'est dans ma tête, hein, j'ose pas. Puis à un moment donné, je dis, mais pourquoi vous faites un bruit d'ongle? Bien sûr, silence. Et là, franchement, je me dis, oh là là, c'est quoi le délire? J'ai pas envie. Bien sûr, il y a quoi sur mon ongle? Du vernis. Qu'est-ce que tu vois là? Quelle couleur vois-tu sur mes ongles en ce moment? Du vert. Vert pomme. Et du coup, c'est un moment où j'ai commencé à mettre du vernis, qui est pour moi, qui a beaucoup de sens, en lien avec mon identité, en lien avec mon rapport au monde, en lien avec le petit enfant en moi qui a été, et l'adolescent qui a été brimé parce que trop efféminé. Et au final, il m'amenait d'une façon très douce, je trouve, très sans aucune possibilité pour moi, sans mots. Et pour autant, l'ongle verni, alors là, tu me plonges dans un sujet... c'est évident l'invitation qu'il m'invite à inviter. Et à la fois, je n'ai aucun mot pour que mon cerveau puisse retirer son intervention. Et c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, j'ai changé avec un rendez-vous galant. Il me dit qu'il me trouve mignon, tout se passe bien, on échange en ligne hein, sur nos téléphones. À un moment donné, on fait une petite visio.
on se parle, on dit tiens, on va se voir, au lieu de se parler, on va se voir, c'est marrant. Et il a raccroché abruptement, et je comprenais pas pourquoi. Et après il a commencé à me dire c'est bizarre tes ongles. Donc le mec me trouvait très beau, très bien, jusqu'au moment où j'ai dû me gratter l'œil. C'est apparu, mon vert pomme est apparu sur le... Et c'est marrant parce que pendant au moins 2 heures, je me suis dit non mais j'avoue, en fait c'est trop chum, pourquoi je me mets du vernis, il est moche, en plus il est moche ce vert pomme, c'est vrai qu'il est assez original comme couleur. Et c'est marrant, j'ai vu tout mon être et mon identité commencer à glisser, influencé par cette personne, et me ramener complètement au bruitage donc de mon analyste et ce que j'avais à en dire, et apparemment j'ai pas terminé d'en dire quoi. Bon, après 2 heures plus tard, je me suis dit mais non, en fait moi je kiffe mes petits ongles, ça me fait bien marrer, et quel abruti, enfin en fait ça disait beaucoup de son rapport à sa féminité, et où, parce que en fait j'étais là mais mec, c'est quoi quel est le sujet en fait, genre. Et il a commencé à me dire et tu es féminé. J'étais là. Et en fait, en vrai, on vit dans un monde super homophobe et très misogyne, où quand t'as des critères qui t'identifient comme féminin, parce que le vernis, on a décidé que c'était féminin uniquement, ça crée tout un tas de trucs, quoi. Que sur le divan, mon analyste m'invitait à questionner ou à explorer au travers d'un bruitage. Et ça, quand tu le racontes en soirée, les gens te disent « Et tu payes combien pour ça ?» Mais là, mais moi, ça a plein de sens. Parce que du coup, ouais. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi. C'est intéressant ton histoire de... À quel point même... là, tu as fini ton analyse et qu'en effet, pour conclure sur toi ce que tu disais, ça continue. J'ai pas fini. Hein. Encore aujourd'hui, il y a cette idée qu'il y a des petits micro-moments, des petits choses qui viennent te chercher ailleurs et qui en même temps ont eu une place, en tout cas, dans ton analyse. Mais c'est pire que tout ça. Non, j'ai pas terminé. J'ai interrompu. C'était plus le bon endroit pour moi. J'avais besoin de faire et de dire autrement. J'avais besoin d'aller dans d'autres cadres et rencontrer d'autres canevas. Après, la question de l'identité, m'assumer professionnellement, m'assumer par la voix, assumer ma voix avec un X et un E, est encore en cours, tu vois. Même dans mes podcasts. Moi, avant cet épisode, je me disais, mais bon, Jo, elle est thérapeute, tu vois, elle a une légitimité, elle a le droit d'en dire quelque chose. Mais moi, qui suis-je pour ? Et donc, je continue à travailler cette question de l'identité, et je crois que je suis aussi en joie de garder une... Je pense pas que je suis très humble, mais une attention, tu vois, et de pas... de me poser les bonnes questions, de me dire pourquoi moi, pourquoi maintenant. Et cette déception de cet homme hier ou avant-hier venait un peu me gratter en mode... En fait, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, mais si j'enlevais mon vernis, il m'aimerait bien alors. Je pourrais le recontacter. C'est ça le plus terrible. Et il y a eu un moment donné où je me suis dit, mais ouais, faut que je l'enlève. Et je l'ai gardé. mais ouais, tu vois, donc non, pour moi, et je sais pas si ça se termine une psychanalyse, et je trouve ça chouette de savoir que les interventions et comment je me suis senti en analyse sur le divan, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, ça continue comme une graine, ça continue à pousser, ou comme un enfant qui essaye de sortir du ventre de sa mère, ça continue à pousser, tu vois, même longtemps après. J'ai encore des mots de mon analyste qui continuent à me travailler. Bon, après, il s'avère que j'ai choisi de faire un podcast sur la psychanalyse, donc je suis régulièrement invité à me rappeler. C'est peut-être pour ça que tu as choisi de faire un podcast sur la psychanalyse. Certainement. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir tout dit de ce que tu avais envie de dire de notre sujet ? Oui. Est-ce que toi, tu penses avoir tout dit ? De toute façon, je pense que ça serait des thématiques qui pourraient être à chaque fois rediscutées et creusées.
Non, oui, j'ai tout dit et non, j'ai tout dit de ce que j'ai là de disponible. J'ai une note sur mon petit calepin, réseaux sociaux. Je me suis noté ça parce que j'observe et je vois des psychanalystes qui se racontent en ligne. Sur les réseaux sociaux? Ouais, Instagram, Facebook, et au final. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais que moi, ça vient me gratter à l'endroit de mon identité, à l'endroit de s'assumer. Et je pense que j'ai une part de jalousie. Je me dis, ils ont l'air si libres. Mais ça, du coup, je parle que de moi. C'est pas ça. C'est mon sujet. Et une fois que j'ai compris qu'en fait, parce que du coup, je pense que mon premier avis, c'est de se dire, bah non, en fait, en tant que psychanalyste, en tant que thérapeute, ton endroit, c'est pas de te raconter. Parce que justement, tu viens remplir le canevas de 1000 trucs, ça empêche, etc. En vrai, c'est plutôt Guillaume et son sujet d'assumer son identité, ses identités et ses multiples facettes qui parlent. Parce qu'après, suite à notre échange, je me dis plutôt, mais en fait, il faut tout pour faire un monde, dans le sens, il y a des gens à qui que ça aidera de passer le pas, de faire l'analyse avec ces personnes-là, qui viendront croyant être fortes de ce savoir, de tous ces textes et ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, ils vont découvrir peut-être autre chose, mais qu'au final, ouais, c'est une façon de démocratiser quelque chose qui peut aider des gens. Je sais pas si toi... Parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, en tant que thérapeute, tu ne lis pas LIE, tu n'as pas lié ton métier de podcasteuse et ton métier de thérapeute, c'est-à-dire que si je veux prendre un rendez-vous avec toi, je peux pas trouver le lien. Donc tu as fait le choix inverse. Oui. C'est pour protéger quelque chose en particulier ? C'est pas pour protéger, c'est pour différencier. Alors j'ai vu plusieurs psychologues sur les réseaux sociaux, des psychanalystes. J'ai pas en tête là d'avoir vu des psychanalystes qui associaient les deux. Je réfléchis, mais toi t'as en tête. Ouais, bah, je t'enverrai les liens. Ok. J'ai vu des. On a un groupe, en fait, le podcast Ma dernière séance de psychanalyse a un groupe Facebook privé. Ah, mais j'ai vu que d'ailleurs, pour toi, en tout cas les analystes que tu as interviewés, sur ma dernière séance de psychanalyse, j'ai vu que parfois on pouvait trouver leurs coordonnées. Bah bien sûr, encore plus simple, voilà. Au-delà du groupe Facebook. Mais oui. Moi, j'ai des interviews, t'as raison, de psychanalystes qui racontent leur chemin d'analyse intime. Ouais. Alors. C'est bien ou c'est pas bien ça pour toi ? D'avoir des analystes ? Ouais. Ton podcast ? Ouais, qui se racontent. Je pense que tu en as peut-être beaucoup. Ah ouais. Je pense que c'est intéressant. C'est marrant que tu dises ça. J'en ai, sur 50 épisodes, je crois que j'en ai 6. C'est beaucoup, non ? 7. Ah ouais ? Je trouve qu'en tout cas... Ok, non mais ouais. Je sais pas en termes de proportion. Après, bon, il y a beaucoup quand même d'analystes qui ont découvert cette profession en étant justement sur le divan et après en ayant envie de se réorienter pour faire ça. Mais je trouve que c'est pas mal de sortir un peu de la boucle de... On peut parler de son analyse que quand aujourd'hui on est analyste, enfin, tu vois, d'extérioriser tout ça. Enfin, moi j'aime beaucoup entendre d'ailleurs les discours de personnes qui ont fait une analyse, qui ne sont aujourd'hui absolument pas thérapeutes ou analystes, etc. C'est les 40 autres témoignages, c'est la grande proportion, et je suis d'accord avec toi. Mais moi en tout cas c'est des témoignages qui vont plus me parler. Ouais. Tu vois. Pourquoi toi tu lis pas les deux ? Tu dis c'est pour différencier. Tu prends soin de quoi quand tu différencies tes deux activités ? En fait, j'arrive pas déjà à trouver quel sens ça prendrait pour que ce soit les patients ou que ce soit pour les auditeurs et auditrices. Je vois pas en fait ce que ça apporterait, d'une part à ma pratique et d'une part aux patients ou justement à ceux qui écoutent le podcast. Je trouve que c'est deux espaces distincts qui en plus, je trouve, on est dans une ère où, pour moi, ça reste quelque chose de questionnant, le fait de confondre un petit peu tout ça. J'en parlais d'ailleurs avec une psychologue qui est sur Instagram et qui me disait que c'était quand même compliqué, l'idée de... elle fait du contenu sur Instagram. En montrant sa tête. En montrant sa tête. Parfois c'est chez elle, etc.
Et puis, dans sa bio Instagram, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Et que En quoi c'était compliqué pour elle ? C'était compliqué parce que, par exemple, elle me disait que des fois, en fait, elle avait des messages Instagram de gens qui voulaient prendre directement rendez-vous sur Instagram. Donc, ça pose la question de est-ce que maintenant, Instagram pourrait être aussi, tu vois, une plateforme où on prend rendez-vous avec les psychologues. Mais du coup, elle, est-ce que c'était son Instagram aussi où elle pouvait raconter des choses de sa propre vie, etc. Est-ce que c'était que professionnel ? Est-ce que du coup, elle se mettait à avoir un emploi du temps où elle gère, il me semble qu'elle a Doctolib, Instagram, plus son téléphone, etc. Enfin, un espèce de brouillard comme ça, où elle savait plus vraiment où mettre en fait son temps, son énergie, et que surtout, donc en fait, ce qu'elle vivait sur Instagram, c'est que par exemple, si elle répondait, là, elle me racontait 2 expériences où elle a répondu qu'elle pouvait pas recevoir. Je sais plus si c'était parce que c'était un créneau qui allait pas ou je sais plus. Mais que en fait, on était dans des façons de s'adresser comme sur les réseaux sociaux. Par exemple, elle s'est fait insulter 2 fois parce que du coup, elle a pas répondu à cette demande de rendez-vous parce qu'elle a l'impression de n'avoir jamais vécu. Par email. Par email ou quelqu'un à qui on a donné son numéro, etc. Enfin, avec en plus du coup, c'est aussi questionnant parce que donc tu as un profil Instagram qui te donne, qui te demande ce contact-là. Donc ça veut dire qu'en tant que thérapeute, tu pourrais même voir donc un pseudo, tu pourrais voir l'Instagram de ton futur patient. Mais ce qui pour moi est vraiment pas bénéfique, en tout cas, pour la rencontre. Enfin, j'ai pas à voir l'Instagram de mes patients, comme j'ai pas à un jour rencontrer leur mari qui pourrait me dire que, en fait, ce que telle personne me dit en séance, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec le quotidien. Enfin, tu vois, ça va dans les 2 sens aussi, que moi, le savoir que je peux avoir sur le patient, c'est le sien, c'est ce qu'il va me montrer, ce qu'il va m'amener. Mais c'est pas où on commence, où j'ai accès à son profil Insta. Je suis pas super convaincu parce que, en gros, t'es une bonne professionnelle, donc, en fait, pour moi, ça se répond. Tu te dis 2 choses. Un, c'est compliqué en termes d'organisation. Bon, en vrai, tu fais un message automatique en disant tous les rendez-vous passent par Doctolib, merci, bonne journée. C'est pas très compliqué, en fait, d'unifier en termes de stratégie de communication un peu bébête, ou toute prise de rendez-vous, merci d'envoyer un email à. Et deuxièmement, toi, tu n'iras pas voir les Insta de tes patients si jamais d'ailleurs, toi, sans Instagram, tu pourrais googler chaque prénom et nom de patient et avoir accès à énormément de choses que tu fais pas et tu as besoin d'être ou ne pas être sur Instagram pour se limiter. Du coup, moi, si je devais me faire l'avocat du diable, non, je suis pas l'avocat du diable. En fait, j'entends ton choix, j'ai du mal à le comprendre. Mais c'est ton choix et c'est le bon, il n'y a pas de sujet, j'essaye pas de te convaincre, mais moi je peux te raconter une histoire où, grâce à ton podcast, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas connecter avec un ou une thérapeute parce qu'ils ont peur, ou bien parce que ça leur correspond pas, et ils trouvent chez toi une résonance, un ton de voix, voilà, ils se disent, je suis en souffrance et j'ai pas envie de faire une thérapie, sauf peut-être avec cette personne. Et du coup, en fait, mettre un lien, c'est permettre à des gens de prendre rendez-vous et du coup d'aller se soigner ou d'aller mieux. Enfin, en tout cas, l'espoir qu'ils aillent mieux. Et du coup, je vois pas trop c'est un peu comme créer un compte Doctolib, quoi. C'est pour être connu, enfin, pour amener à toi des gens que tu pourrais impacter par ta profession. En fait, tu vois, moi, même si du côté des patients, je ne choisirai jamais un psychologue ou un analyste que je vois sur Instagram. Tu vois. Donc déjà, je réponds avec ma sensibilité aussi. Et comme je ne choisirais pas un analyste sur Doctolib. Tu vois. Toi, tu ne veux pas les patients qui pourraient te trouver au travers du podcast. C'est pas que je ne veux pas. C'est que déjà... Tu complexifies leur chemin. Parce que tu pourrais aussi mettre ton prénom et ton nom de famille, et après, à eux de te trouver. Et tu choisis d'être anonyme. Mais déjà, je trouve que c'est quand même un milieu où, si tu veux, je reçois tous les jours des demandes, soit
de savoir si je peux recevoir, soit d'être adressée, etc. Et non, je trouve que ça me parle pas dans cette démarche-là, tu vois. Alors j'entends ce désir-là. Je suis même pas sûre que ça crée une rencontre qui serait forcément plus bénéfique ou qui aurait plus de sens pour ces patients. Et c'est pas parce que ils m'ont entendu, tu vois, sur un podcast et qu'ils ont aussi mis quelque chose d'eux en pensant que du coup je serais plus comme ci ou comme ça, ou que ça leur parlerait plus ma façon d'être thérapeute, que ça serait ce qui se passerait dans la réalité. Bien sûr. Et heureusement d'ailleurs que sûrement peut-être l'idéal serait là dans les premières rencontres, peut-être qu'à un bout d'un moment je serais absolument décevante, peut-être que certains me trouveraient plus sèche que sur le podcast ou encore peut-être plus douce, enfin tu vois, quelque chose... Mais ça c'est la même chose pour tes patients qui n'écoutent pas le podcast. C'est exactement la même chose. Projette tout un tas de trucs. Projette tout un tas de trucs. Mais toi c'est peut-être une question aussi de sécurité. Moi je sais que ce que je travaille... Donc moi ce que j'ai décidé de faire, c'est... Donc j'ai un compte Instagram, Facebook et même TikTok. Ça m'amuse. Et parfois je monte ma tête. Mais la plupart du temps, c'est des extraits audio des podcasts que je trouve chouettes. Les extraits. Et les podcasts. Mais de mes podcasts. Et l'idée, c'est d'avoir une vitrine. Parce que souvent, quand les gens réfléchissent à témoigner, ils ont envie en fait de savoir qui est la personne, et je les comprends bien parce que je les invite à un voyage intime et bon, ils ont peut-être écouté mes podcasts, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui disent c'était cool de voir ta tête, et donc moi il y a cet enjeu de vitrine, et il y a aussi, ce que je travaille depuis le début avec mes podcasts, c'est petit à petit je comprends mieux et je décide mieux quel moi je fais voir et je fais entendre. Parce que je trouve que je fais un métier public, toi et moi on fait un métier public, on propose une conversation ou des mots ou une expérience, un contenu au public, et donc je joue les règles du jeu du public, quoi. Non, il y a des artistes qui sont totalement anonymes et c'est très chouette, mais moi personnellement j'ai envie de dire puisque j'invite les gens à partager leur intime, j'ai envie moi de partager mon intime. Je trouve que c'est juste pour moi, mais comment je le fais pour que ça soit au service de quelque chose autre que mon ego, tu vois. Et les réseaux sociaux viennent me gratter vraiment à cet endroit-là qu'est-ce que tu racontes de toi et pourquoi et comment ça a un intérêt. Donc moi, je suis pas thérapeute, mais ça a un intérêt pour le podcast, tu vois. Et comment est-ce que je glisse pas vers, on a compris, un de mes sujets qui est d'être validé par les autres et par les likes, ou du coup un nombre d'audience d'un podcast détermine pour moi sa valeur. Alors que, tu vois, et du coup d'être complètement perdu là-dedans. Et je sais que ce qui m'a défié le plus, c'est un peu sur ma dernière séance de psychanalyse où de plus en plus, j'ai envie de raconter des bouts de mon analyse ou de mes sujets pour permettre à l'autre de rebondir. Et ce qui est vachement chouette, c'est que du coup, on est symétrique. Enfin, je suis plus l'intervieweur et c'est eux qui dévoilent, et ensemble et du coup ça crée quelque chose d'assez chouette. Et sinon sur comment devenir sexuellement épanoui, où là ça a été un vrai travail thérapeutique pour moi, du coup au début, de faire des témoignages où je ne disais rien de moi, parce que tout le monde est anonyme sauf moi. Donc moi si je commence à te raconter mes histoires de sexe, tout le monde peut l'entendre, et je me disais ah là là, j'ai peur, quoi. Si des gens utilisent ces informations intimes, je me sentais exposé. Et en fait, là, au fur et à mesure des épisodes, je découvre en fait cette part de moi où j'ai envie de pouvoir raconter des choses de mon intime. En fait, c'est quelque chose pour moi de politique. C'est comme mes ongles vernis, quoi. En fait, j'exige rien de personne, mais enfin, j'ai pas envie de mettre dans la face des gens, d'obliger les gens à entendre ce que j'ai à dire ou à voir mes ongles. En revanche, si tu regardes mes ongles, ils sont peints, et si tu écoutes mes podcasts, il y a un endroit de l'intime sexuel du mien et de la personne qui participe qui est dévoilé et qui est raconté. Et c'est vachement important pour moi parce que dans les récits en tant qu'homosexuel aujourd'hui en 2022, t'as accès à très peu de contenu. Et quand t'as accès à des contenus, des films, des podcasts, des audios, de la musique, ça raconte un truc ultra normatif d'une sexualité très hétéronormée. On en est encore à qui joue la femme et qui joue l'homme.
dans la plupart des interactions, maintenant ça s'appelle actif-passif. Actif, tu pénètres, t'es l'homme. Passif, t'es pénétré, t'es la femme. Aujourd'hui, en 2022. Et donc du coup, mon podcast, mon invitation, c'est de dire, en fait, qui pénètre qui n'est pas vraiment le sujet. Enfin, ça peut l'être, hein, ça peut l'être si c'est ton désir et ton envie et tout, mais il y a plein d'autres nuances, singularités de sexualité. Il y a plein d'autres façons de se définir, de se raconter, de s'explorer. Et donc, partager l'intime, partager du soi, c'est essentiel et c'est politique. Et c'est politique dans le sens, ça influence la société et l'espace qu'on a le droit d'occuper quand on est homosexuel en 2022. Donc je pense que c'est ma réponse, moi, sur pourquoi je ne délie pas. Toi, tu dis, je prends soin en ne liant pas. Et moi, je lis. Et je pense qu'on n'a pas du tout la même place aussi. Exact, bien sûr. Mais t'en as une tout aussi intime dans la vie des gens, en tant que thérapeute qui offre comme ça des contenus qui aident les gens, tu vois. Je pense pas que sur le podcast, c'est justement un espace thérapeutique qui aide les gens. Le tien ? Oui. Ça veut pas dire qu'en effet, ça peut être interprété ou parlé pour certaines personnes, mais comme mais si, comme mais bien sûr. Plein de podcasts. Tu vas recevoir plein d'emails. Tu vas recevoir plein d'emails qui disent « Je suis d'accord avec Guillaume ». Non, je rigole. J'ai écouté ton podcast avec une amie dans la voiture. Je lui dis « Ah, c'est chouette, viens, on écoute. » On lit les titres. Mon ami un peu moi, mais principalement mon ami, a des soucis d'insomnie. Donc on écoute ton épisode sur l'insomnie. À ce moment-là, on projette plein de trucs sur toi, on est dans l'attente, tu nous racontes des trucs qui nous aident. Et notamment, il y a une de tes phrases que ma pote a répétée en disant « Ah ouais, ça résonne énormément par rapport à mes insomnies. » Mais c'est parce que vous projetez que, là, vu que je suis psychologue, que j'ai ce savoir-là. Mais par exemple, tu tapes insomnie podcast, il y en a plein. Il y en a plein, mais de personnes qui ont souffert d'insomnie, c'était pas mon sujet, ouais. Etc. Tes mots, une phrase, il y a des trucs qui n'ont pas résonné, et il y a un truc, à un moment donné, je me rappelle plus de la phrase, mon ami qui n'est pas très psychanalyse, psychothérapie, enfin c'est pas son domaine comme le mien, a vraiment, et j'ai trouvé en effet que cette phrase, elle était très puissante, et ça nous a aidés. Et ça a créé une conversation, et c'était très intime. Et je crois que du coup, là où je te gratte, c'est de dire, j'entends que toi tu ne lis pas, mais il y en a plein qui... Ouais, enfin, bon, je sais pas ce que... Non, mais... Tu penses que je suis le seul podcast parce que je suis psychologue qui ferait ça? Oh non, pas du tout. Pas du tout. T'écoutes sur, pas du tout, ouais. je sais pas, la politique, des sujets de société, où d'un coup, il y a une phrase qui te parle et qui te déplace? Ah, complètement. Complètement, mais du coup, le podcast est un média très intime. On est au creux de l'oreille et tout, et je le crois beaucoup. Et c'est vrai que quand je t'observe, parce que du coup on collabore, moi je t'apprécie beaucoup en tant que personne, et quand je t'observe, t'es une énigme pour moi. Je me dis c'est tellement marrant et intéressant, une personne qui décide de faire un contenu public et très intime, et qui met la frontière, et qui est anonyme. Et pour moi ça m'intéresse beaucoup, moi, dans mon questionnement parce que moi j'ai décidé de ne pas être anonyme et d'utiliser l'intime et le podcast comme un propos un peu politique, ou tu vois, que je viens de raconter. Donc je trouve ça intéressant, on a des chemins différents. Oui, et en même temps tu nous racontes que toi aussi toute cette problématique d'être vu, de sortir du placard, elle fait partie de toi. Bien sûr. Mais peut-être qu'elle fait pas partie de moi, tu vois. Et je pense que dans le podcast, de toute façon, il y a toujours quelque chose d'assez narcissique, de toute façon, d'avoir envie d'être entendu, d'être apprécié, peut-être d'avoir tant d'écoute ou tant d'autres, etc. Mais peut-être que j'ai pas besoin de plus, que je suis pas plus excitée narcissiquement pour justement dire, et en plus, appelez-moi à mon cabinet, et soit, tu vois, que ça me suffit aussi, que je suis bien dans cette place-là, que je suis bien dans ma place aussi, où il y a des moments où je suis psychologue face aux patients. Ça veut pas dire que les patients, ils peuvent pas reconnaître ma voix, qu'ils peuvent pas justement faire le lien, et que ça peut pas aussi exister. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça se co-nourrit, ces deux milieux-là. Il y a des moments où l'un va avec l'autre. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui passent d'un...
Hey, t'as déjà eu en séance quelqu'un qui te dit, mais attendez, c'est vous la voix de... Et là, ce nouveau savoir, cette mise à jour de savoir, t'as vu des modifications? Enfin, parce que c'est ça notre sujet, c'est quoi savoir de son analyse, de son thérapeute pour que ça marche. Toi, le moment où, du coup, il y a des gens qui se disent, mais attends, je fais le lien, t'as l'impression qu'en effet, ça impacte, en fait, la thérapie. Oui, mais ça impacte pas négativement ou positivement, pardon. Mais en tout cas, ça existe. Et donc, c'est OK. Hop, ça rentre dans le matériel. Ouais. Ça va exister de toute façon. Et puis des fois, peut-être que ça va se taire pendant un moment, puis ça va revenir. Peu importe. C'est-à-dire que je suis totalement à l'aise avec l'idée que parfois, en effet, ça peut comme ça. Et puis, aussi bien, il y a des patients que ça fait très longtemps qu'ils savent que je fais ce podcast ou qui ont reconnu et qui ne m'en diront rien. Tu vois, c'est pas grave. Comme plein de choses. Enfin, ou peut-être qu'ils se posent plein de questions, ou peut-être, mais pas du tout. Et que c'est moi d'ailleurs qui fantasme sur le fait que peut-être on m'écoute en cachette, peu importe, tu vois. Mais que en tout cas, ça me va bien. Et que quand je suis en tout cas face à un patient, je suis pas podcasteuse. Et quand je suis podcasteuse, pour moi, je ne suis pas psychologue au sens où je propose une thérapie. Bien sûr, podcast, bien sûr. C'est-à-dire que c'est aussi avec toute ma sensibilité d'être aussi quelqu'un de très curieuse. J'adore lire voilà, des nouveaux essais cliniques, théories. J'aime les partager. Alors bien entendu, c'est aussi soumis au fait que moi je suis aussi dans ma profession imprégnée de tous ces courants théoriques, etc. Donc que ça donne aussi cette supposée expertise peut-être, mais qui pour moi est toujours aussi de l'ordre d'une illusion et qui est pas... voilà, il y a beaucoup de personnes qui peuvent m'envoyer un mail en me disant qu'est-ce que vous pensez de telle chose, etc. Donc on me met à cette place comme ça d'un supposé savoir, présupposé savoir, auquel cas je ne suis pas forcément obligée de répondre. Je ne me considère pas comme ah oui, c'est moi le sachant du groupe dans le podcast, etc. D'autres qui justement vont trouver que j'en sais rien et que j'ai dit n'importe quoi à cet épisode, mais tant mieux aussi. Oui, d'accord. Je fais pas ça en me disant je représente une psychologue qui propose des micro-espaces thérapeutiques comme ça où je vous fais réfléchir. C'est plus je partage des réflexions, des fois ça parle, mais comme moi des fois j'écoute plein de podcasts qui n'ont rien à voir avec la psychologie ou la psychanalyse, puis parfois ça fait effet. Il y a une phrase comme ça qui me marque, qui me permet de bouger. Et pour autant, tu vois, je n'ai pas besoin de me dire cette personne, c'est parce qu'elle est psychologue qu'elle me fait bouger, etc. Mais c'est sûr que ça peut avoir de l'effet, de se dire, bah, tiens, elle est psychologue, donc ce qu'elle me dit, ça m'aide à avancer dans ça. Pourquoi pas? Mais parce que toi, en plus, tes épisodes, tu ne partages rien de toi. Non. C'est vraiment une analyse, une proposition d'informations sur des thématiques. Je trouve ça vachement intéressant. Du coup, moi qui suis dans l'affirmation de l'identité, j'entends, et moi quand je souligne nos différences, c'est pas pour... Enfin, je les trouve belles et j'en suis curieux, parce que tu disais on est différents, oui bien sûr, et il n'y a pas de... Mais je trouve ça intéressant parce que tu te dis, les gens qui décident que c'est moi le sachant du groupe. Moi je suis là, mais... Ben meuf, c'est ton podcast, c'est toi qui fais les épisodes, c'est toi qui fais les recherches, c'est toi qui racontes, et c'est toi qui t'es positionné, qui a pris ce rôle, mais t'en veux pas la responsabilité. Parce que dans l'affirmation de l'identité et de justement du savoir, je trouve ça intéressant, tu vois. Bah si, c'est toi qui es responsable, c'est toi qui publies. Bah, c'est exactement la même chose, comme on disait en début d'épisode. Est-ce que c'est parce que quelqu'un écrit un livre sur les troubles anxieux, est-ce que c'est le sachant des troubles anxieux? Mais pour moi, ce que j'entends là, c'est plutôt ta fuite qu'un élément. Oui, j'ai bien entendu ce que tu veux dire, qu'en gros, tu viens avec ta subjectivité, tu viens avec tes connaissances qui sont limitées, avec aussi une expertise et une expérience. Mais je sais pas, moi j'aime bien cette question de la responsabilité, de dire ok, j'aime bien, je l'aime bien, je crois que je l'aime bien moi. Je me dis ok Guillaume, t'as fait combien d'épisodes, sur quoi, t'as fait entendre qui? Tu vois par exemple, sur ma dernière séance de psychanalyse, je n'ai jamais eu une personne noire. Et du coup je me dis, c'est quand même problématique quoi. Je trouve que ça dit, enfin je crois que j'ai à cœur, et je me sens responsable, et j'ai à cœur de faire entendre
de la diversité, de la divergence et aussi, tu vois, une multitude de voix. Du coup, il y a un moment donné où j'avais eu que des femmes. Je me dis, bah... Et je crois que j'aime bien, moi, cette responsabilité de me dire, c'est moi le chef. Mais moi, en général, j'ai pas de problème à être le chef. Et en revanche, en effet, ce que ça fait pour les gens, ça, c'est pas en mon pouvoir. Et c'est marrant aussi parce que par rapport à tu disais, bon, moi, c'est pas thérapeutique. Moi, je dis le contraire. En fait, moi, quand les gens viennent témoigner, c'est terriblement thérapeutique. Et c'est thérapeutique pour moi, pour la personne qui témoigne et pour la personne qui écoute, lorsque ça résonne. Lorsqu'il y a un truc qui se fait. Et d'ailleurs, c'est ça, tout l'élan et la joie de mon podcast. Il y a les audiences qui me dépriment parce que c'est des chiffres qui bougent. Et en revanche, l'essence que je mets dans ma petite voiture biodégradable, c'est les emails des gens. Quand les gens me disent « cet épisode m'a fait rebondir là-dessus, ça m'a nourri ainsi, etc. » Moi, je trouve ça absolument génial, quoi. Et les gens mettent en mots à ce moment-là la puissance thérapeutique. Tout peut être thérapeutique, de toute façon. Grave. Est-ce que tu as La place qu'on prend. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je ne prends pas. Après... Ouais. Que tu prends et que ouais, c'est ça. Que tu prends et que tu prends pas. C'est marrant parce que moi, la place que je prends pas, c'est celle du thérapeute. En revanche, si l'effet est thérapeutique, moi, je suis pas thérapeute. C'est pas un endroit rémunéré ni thérapeutique. Ouais. Non, c'est clair. Est-ce que tu as un mot de la fin, une dernière bafouille? On peut dire que les gens doivent absolument aller dans le descriptif de cet épisode dans lequel il y a tous les liens pour écouter ton podcast et mes podcasts. On pourrait commencer par ça. Ils n'y trouveront pas ton lien pour prendre rendez-vous. Ils le savent déjà. Est-ce que t'as... Moi, j'ai juste envie de te remercier. C'était merci cool. à toi aussi, Guillaume. C'était très agréable. Et puis, je pense que c'est un sujet, encore une fois, qui peut se co-nourrir et continuer à être repensé, avoir plusieurs espaces, et que les mots qui sont dits aujourd'hui sont engagés aujourd'hui, mais qui en même temps peuvent être différents, évoluer, retravailler, et que ça reste toujours et moi c'est comme ça que je vois le podcast, de toute façon, des petites portes ouvertes, mais qui ne sont pas là pour traiter tout le fond, toute la pensée, etc. Et aussi laisser de l'autonomie à ceux et celles qui écoutent pour en faire quelque chose, soit continuer eux leur propre réflexion, en étant d'accord ou pas d'accord, ça leur appartient, et tant mieux. Et que c'est ça surtout que je souhaite. Ah ouais, moi changer d'avis est une de mes choses préférées. Je me dis en fait ce que j'ai dit là, il y a 10 jours, c'est complètement débile. Moi j'aurais une dernière proposition. J'aimerais que les gens qui sont encore là à la fin et qui ont apprécié nous envoient des messages pour nous dire quel est notre prochain sujet. Si on était amené à refaire, à continuer, quelle serait l'autre problématique ou sujet ou thématique qu'il ou elle aimerait que l'on traite. On mettra un email ou un contact dans le descriptif de l'épisode. T'es ok ? Ouais, très ok. Trop bien. Top. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié notre échange. Comme l'indique Guillaume dans l'épisode, un formulaire est disponible dans les notes du podcast. Vous pouvez nous écrire pour nous suggérer peut-être d'autres thématiques. Je vous remercie pour votre soutien, vos écoutes, et je vous dis à très bientôt. Salut!